Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va parler Bitcoin aujourd'hui, ce petit retracement chasse à la liquidité pour potentiellement qu'on pouvait jouer par rapport à un diamant qui est en train de s'offrir devant nous, notamment en 1 heure, en 4 heures, on le voyait également. Beaucoup l'ont probablement joué, surtout les range traders. On en avait parlé dans la vidéo d'hier, c'est toujours très intéressant de pouvoir aller chercher des captures de liquidité, notamment de short, pour pouvoir remettre derrière nos propres shorts pour aller chercher des bas de range et pourquoi pas jouer ce fake out. C'est exactement ce qui s'est potentiellement passé. Est-ce qu'on peut aller beaucoup plus bas? Ce n'est pas complètement impossible. Nous sommes toujours sur le coup d'une dynamique moyen terme baissière, donc tous les rebonds sont menés à être shortés. Et c'est un petit peu rageant d'observer que les vendeurs, en fait, sont souvent récompensés. Bref, on va garder de la force, on va garder de l'optimiste, puisqu'on a toujours ces targets à 34 500 $, 36 000 $, pourquoi pas, ou 38 000 $. Target de JP Morgan, on en avait déjà parlé dans les précédentes vidéos. Et j'ai dû faire une erreur d'appréciation, une erreur de jugement, puisqu'en réalité, il s'est passé quelque chose en octobre 2021 qui s'est déjà produit, pas une fois, mais 2 fois dans le passé. Et finalement, ça n'a pas, ou en tout cas, ça ne m'a pas, personnellement, servi de leçon. Ça n'a pas été pris à la hauteur de ce qu'on aurait dû le prendre d'un point de vue globalisé, sur ce qu'on pouvait observer notamment sur la YouTube sphère et sur la cryptosphère. J'aimerais vraiment qu'on en discute ensemble parce que je pense que c'est fort d'enseignement. Au-delà de ça, il faudra se poser finalement une question. On tend en réalité à essayer de se justifier par rapport à des erreurs qu'on peut commettre, et des erreurs de jugement, par rapport à des pertes potentiellement engagées. Mais finalement, ce qu'on devrait en fait s'attarder à faire, c'est pas forcément d'aller chercher et de gommer nos erreurs, mais plutôt d'aller chercher, pour les investisseurs, les rumeurs. Et on en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des héros du marché. Vous y trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Dans la partie documentation, vous y trouvez une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. C'est une dizaine de pages. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez. C'est ma stratégie, je l'utilise depuis plusieurs mois, plusieurs années. Ça m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur le court moyen long terme, voire très long terme. Je suis plutôt moyen long terme, de mon côté, notamment sur les cryptoactifs et les marchés traditionnels. Elle est faite pour vous, je vous l'offre gratuitement. N'hésitez pas à l'utiliser pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. On commence tout de suite avec Bitcoin. On était en fait en train d'observer de façon assez mécanique une espèce de diamant juste ici. On achète le breakout. Ok, on est parti chercher les précédents lots. D'ailleurs, on continue. On a une target potentiellement de 1 pour 1 qui était parfaitement jouable. On allait exactement dans une poche de liquidité, d'une zone de liquidité de longue ici qu'on observait extrêmement facilement sur The Kingfisher, même si elles sont là. Si on a vraiment de l'achat spot, si on a vraiment de la force acheteuse, si on a vraiment des volumes acheteurs, on les balaye, cela. C'est pas grave s'ils gagnent. C'est comme les personnes qui sont en vente à découvert. Il y avait d'énormes ventes à découvert, on peut le reprendre en fait ensemble sur toute une typologie historique juste avant en fait le 9 mai par rapport au crack entre guillemets Luna, cette fameuse capitulation, on va le reprendre ensemble. Mais c'est pas parce qu'en fait il y a des énormes clusters de liquidation de langue qu'on est obligé d'aller chercher. Ça c'était très important. D'autres ont dit, et je trouve ça parfaitement réaliste et parfaitement jouable, par rapport à ce petit gap CME. Et c'est toujours un peu pénible, entre guillemets, à observer et à dire, puisqu'on n'est pas venu le chercher, ce petit gap CME, qui se trouve exactement entre les 28 850 $ et grosso modo entre les 29 200 ou 29 300 $. Donc potentiellement, on pourra aller le chercher. Bon, c'est toujours en fait des biais psychologiques extrêmement forts, puisque maintenant tout le monde le voit, tout le monde pense qu'on va aller le chercher ce gap, au même titre que ici, tout le monde pensait qu'on allait vraiment bien combler ce gap. Or, on l'a pas comblé dans son intégralité, et en dessous, il y en a encore des gaps. Donc ça crée en fait des vrais billets psychologique qui permet en fait aux personnes de shorter ce marché pour pouvoir repartir sur une tendance haussière. On était toujours en réalité sur le coup d'une divergence haussière sur notre RSI. Donc pour moi ça signifie soit une fin de B, soit une fin de 4, soit une fin de 3. Pour le coup on l'avait parfaitement ici dans notre RSI en 21 période. Vous voyez ici, hop, RSI ça monte. Elle sera pour moi parfaitement confirmée quand on sera en fait au-dessus de la zone de neutralité des 50, c'est ici qu'on devra avoir le check-out, en réalité le break-out, et qu'on reparte en fait dans une forme d'optimisme pour continuer cette poussée haussière, mais elle est parfaitement claire, parfaitement visible, on est bien sur le coup d'une divergence, et c'est ça qu'on regarde, notamment chez les zélotistes, pour essayer d'encadrer et de confirmer des fins de B, des fins de 4, des fins de 3, ou des fins de 4, etc., pour éventuellement aller chercher des rebonds technique, tout simplement. Donc, pour moi, on est en train de jouer ce rebond technique et nous avons les objectifs qui sont parfaitement faits. Et si on joue les caps, 35 000 $ semble un objectif parfaitement réaliste. Donc, si on veut le jouer, il faut le jouer jusqu'au bout. Dès lors, on en avait parlé ensemble. On va rester sur les gaps CME, c'est pas très joli. On va repartir peut-être sur une autre charte. Voilà, juste ici, il y en a une qui est un peu moins fournie. Bon, techniquement, ça aurait pu être ça.
c'est un peu moins bruit. Derrière, vous avez le breakout, vous avez bien clôturé, donc vous avez aussi signal, vous le mettez en bas de la précédente structure, donc 21 000 $, et derrière, vous allez targeter vos ratios potentiellement de 1 pour 1, des ratios institutionnels aux alentours des 37 000 $, etc. Techniquement, c'est jouable, sans aucun problème. Et les plus courts, entre guillemets, se mettront juste en dessous de la précédente structure par rapport à ce breakout. Donc vous avez des risques management qui sont plutôt intéressants, qui nous enverront directement dans notre fameuse boîte de Pandore. Ok, donc c'est jouable, vous pouvez bien sûr le jouer, mais il faut le tenir jusqu'à preuve du contraire. Et malheureusement, c'est pas parce qu'il y a une réintégration qu'il faut tout de suite couper notre position dans la perte, même si on a perdu. Pour ceux qui font des leviers, qui engagent l'intégralité, entre guillemets, de leur position, vous avez en fait aujourd'hui moins 50%, un peu moins de 50% au niveau de votre position qui est déjà quasiment liquidée. Donc c'est jouable, c'est de la contre-tendance, c'est extrêmement difficile, malheureusement, de jouer les contre-tendances, mais c'est potentiellement réaliste. Ok, donc ça c'était super important. Personnellement, je ne le joue pas, je ne le joue tout simplement pas, je hedge toujours mon portefeuille et j'irai prendre une décision de hedge intégrale de mon portefeuille d'investissement dans cette fameuse boîte de Pandore et j'espère que le cours me donnera la possibilité d'y aller. On était en train en fait de jouer en 4 heures ou en 1 heure en fait ce petit de diamant, donc parfaitement réalisé, vous aviez une poche de liquidité de longue juste ici entre les 30 000 $ et les 30 500 $. Donc on le voit exactement bien sur Kingfisher, c'est passé tout au long de la journée d'hier. Est-ce qu'on va venir la chercher? Oui, on est venu les chercher pour le coup, on le constate, mais c'était pas une obligation, bien évidemment, absolue. Donc bravo pour tous ceux qui l'ont joué. Pareil au niveau des ratios de 1 pour 1, est-ce que maintenant on peut partir du constat, oui ou non, que il y a des personnes qui sont en train de sortir? Oui, vous faites des ratios toujours de 1 pour 1, et vous avez une bonne base, entre guillemets, de réflexion par rapport à des prises de profit complètement logiques. Vous l'avez ici, et bizarrement, ça commence à reconsolider exactement sur un ratio de 1 pour 1, dans une zone de rechargement court terme d'achat. Voilà, entre les 618 et les 786. Ok, si on veut en fait impulser, donc là ici c'est court terme, super, non pardon, c'est pas celui-là que je voulais faire, zone de rechargement de longue, voilà, court terme, c'est exactement ici, c'est clairement là-dedans qu'on va essayer d'initier des reprises haussières et des reprises tendancielles haussières. Vous faites des plus bas toujours plus hauts que les précédents et des plus hauts toujours plus hauts que les précédents. Et c'est comme ça qu'on fait en fait des dynamiques haussières. Ce qui serait extrêmement positif, c'est qu'on vienne au-dessus des 32 500 $ dans la semaine pour avoir une jolie clôture en semaine. Nous ne sommes que jeudi, alors que je vous parle. On n'a plus beaucoup de temps et on veut faire ces mouvements de marché plutôt la semaine. Donc avant la clôture de Wall Street, demain à 22h30. Ça, c'était super important. On revient par rapport en fait à ces fameux clusters de liquidité, parce que c'est pas systématique qu'on vienne les chercher, même si c'était bien joué pour tous ceux qui l'ont joué, mais juste pour en fait remettre un petit peu une forme de réflexion. Moi je reprends par rapport à ce qui s'était passé en réalité, on va se remettre en daily, hop, juste ici, et on va reprendre en fait ce qui s'était passé, soit je vais l'enlever, on n'en a plus besoin, vous avez compris un peu l'idée, le 5 mai dernier. Donc le 5 mai ici, on avait en fait complètement transpercé, on avait fait cette magnifique entre guillemets W en daily, complètement annihilé. J'ai beaucoup de commentaires dans ce sens-là, on va dire annihilé maintenant, il n'y a pas de problème. Derrière cette petite chasse à la liquidité, on est parti chercher des clusters de liquidation de longue. Honnêtement, c'est pas vraiment ce qu'on voulait voir pour continuer cette dynamique haussière. On était toujours sur le coup, entre guillemets, d'une forme de ligne de tendance, juste ici. Bon, la break au nord, faut faire super attention, on pouvait encore se rassurer par rapport à des précédents lots. Ok. Et il y avait en fait un énorme cluster de liquidation de short qui était positionné juste ici. Et vous n'allez pas le croire, mais on n'est jamais venu le chercher. Or, on y était, mais vraiment à 38 177 $. Il y avait un énorme cluster, c'était plusieurs millions de dollars, qui s'était positionné, et on était exactement le 4 ici. Ok. Et on est en fait finalement jamais venu le chercher. On continue à baisser, on passe à 36 000, 35 000 $, nous sommes le 5, on continue à baisser, il y a des énormes clusters de liquidation, on continue, toujours des énormes clusters de liquidation, ça consolide un tout petit peu. Derrière, vous en avez encore des plus gros et on continue à baisser, on passe à 34 400 $, nous sommes le 8 mai, on continue, effet Terra Luna, vous avez en gros, les shorters gagnent, alors qu'on aurait pu complètement aller chercher tout au tard. Et puis à un moment donné, 27 700 $, on prend des profits bien évidemment, et on commence, entre guillemets, à reconsolider. Le cours, c'est 80% en range et 20% en tendance. Bravo à tous ceux qui ont pris ce short, bien évidemment, qui était extrêmement difficile à jouer, mais quand vous êtes des baleines et que vous avez potentiellement des poches sans fond ou des poches remplies de billets en illimité, évidemment c'est plus facile de pouvoir en fait guider le cours de ce marché. On est le 21 mai, vous aviez en fait des énormes clusters de liquidité, on repart par rapport au 26 mai, toujours ces gros clusters de liquidité, c'est pénible. On est là, on voit des espèces de gros clusters et on va chercher en fait d'abord les longues. Mais c'est quand même extrêmement incroyable ce truc. Vous les avez encore ici, 30 000 $, donc on dit ok, à 29 000 $, on va rebondir à 30 000 $, c'est pas possible. Oui, on le fait.
Ok. Et là, on se retrouve avec des énormes clusters de liquidité, entre guillemets, d'achat. Néanmoins, s'il n'y a pas d'achat spot, s'il n'y a pas de volume acheteur sur le spot, sur le supply de ce marché, évidemment, on ne fera ni plus ni moins que de la chasse à la liquidité, et c'est exactement ce qu'on est en train d'observer. On ne fait que de la chasse à la liquidité. Les volumes sont relativement plats, sont relativement en berne, il n'y a pas d'achat spot, le CVD est décroissant, donc c'est encore une fois extrêmement leveragé. Et on le voit très bien sur Coinalyse, pour être tout à fait honnête. C'est reparti, on repart sur une forme de décorrélation au niveau du ratio long short, les gens achètent ce Bitcoin sans aucun problème. Vous avez une toute petite anomalie de marché ici, c'est OKEx qui a fait ça, les coquins, on le voit exactement ici, très très fort achat, et ils ont tout de suite vendu, donc ne plus prendre en considération des choses qui se passent des fois dans leur algorithme, c'est toujours très rigolo, je le rappelle, 97% des volumes d'achat, notamment sur les contrats perpétuels, sont réalisés par des robots. Voilà. Donc pour le coup, c'est pour ça que vous avez parfois des forts volumes sur les perpétuels. C'est beaucoup de robots en guillemets, et c'est des bots algorithmiques en fait qui font ce marché avec des micro-transactions qui sont extrêmement volumiques parfois et des fois des grosses positions, mais qui rentrent et qui sortent d'une vitesse juste démentielle. Donc ici, vous avez parfois des petites anomalie de marché, derrière ça revend très fort, et on rebaisse, mais ça aurait pu être très bien un rebond technique, ils l'ont pas joué, les robots ont tout de suite sorti de leur position, why not? Donc ça c'était très important, on revient sur notre Coinalyse, on a un tout petit regain au niveau de notre point d'intérêt, c'est ce qu'on a beaucoup liquidé de gens, pas tant que ça, pour le coup on a fait une jolie chasse à la liquidité, on a fait que 10 millions, 12 millions, alors, c'est pas forcément en fait le montant qui nous intéresse, mais c'est plutôt en fait la forme et la dynamique. On voit toujours en fait que nos liquidations de longues sont toujours décroissantes. C'est ça qui est relativement intéressante. Tôt ou tard, on ira éclater les shorters. C'est probable, en tout cas, c'est ce qu'on va essayer de jouer dans ces targets de prix qu'on essaie de visualiser par rapport à ces gaps CME, etc. Mais bien évidemment, aucune certitude. Mais voilà, on a un tout petit peu dégonflé au niveau de notre open interest, on se retrouve quand même à 200 000 bitcoins actuellement leveragés sur ce marché. Donc oui, c'est pas forcément le chiffre qui est important, mais plutôt en fait la tendance, et la tendance est assez explosive. On est passé de 168 000 bitcoins à plus de 200 000 bitcoins, voire 224 000 bitcoins. On va faire de la chasse à la liquidité, on re-rentre dans notre range, jusqu'à preuve du contraire, on attendra tout simplement les résolutions. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est pas bullish. C'est bien évidemment pas bullish, puisqu'on réintègre le range, et on ne voulait pas voir une réintégration de range. Donc maintenant, si vous êtes piégé par rapport à votre longue, potentiellement, beaucoup attendront un rebond, tout simplement pour sortir. Vous pouvez aller chercher le rebond ici, sur les 31 000 $, vous sortez, entre guillemets, à break-even, ou un petit peu dans la perte, mais maintenant, malheureusement, le plus probable, c'est d'aller faire un tout petit tour en bas de ce range, pourquoi pas, hein, d'accord? Donc on sera extrêmement vigilant, mais on peut quand même le jouer, on est toujours sur une forme de ligne de tendance ici, de trendline de tendance. Bon, on peut quand même le jouer, c'est un petit peu no man's land. Et vous savez, on se bloque psychologiquement. Quand quoi? Quand on se retrouve en plein milieu d'un range. Voilà, ni plus ni moins. Quand vous vous retrouvez au plein milieu d'un range, on ne sait pas. Vous l'avez exactement la même chose ici, vous vous retrouvez au milieu d'un range, vous ne savez pas. Derrière ça break, ok, là, il n'y a plus vraiment de doute. On est bien allé chercher le bas de range, et on continue, et fait terra luna, mais on aurait très bien pu repartir très très fort sans aucun problème. Mais c'est très difficile à jouer. Il ne faut pas s'accrocher, entre guillemets, à nos idées. Et si vous êtes dans la perte et que vous aviez choisi, entre guillemets, de dire « je mets mon stop exactement aux 31 227 $, et vous sortez, perdu, et vous attendrez une nouvelle confirmation, pourquoi pas un regain haussier pour suivre la tendance et acheter la force, parce que là c'est pas de la force acheteuse qu'on est en train d'observer, c'est de la force vendeuse, donc attention à toutes celles et ceux qui se mettent à contre-tendance. Ça, c'était super important. On continue par rapport à ce qui est en train par rapport à cette erreur que j'avais faite d'appréciation. Je pense qu'on aurait dû le prendre avec un peu plus de détermination, peut-être un peu plus de pragmatisme, ou en tout cas plus le rentrer en fait dans notre stratégie. Je m'explique. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité le 18 décembre 2017? Qu'est-ce qui s'est passé le 12 avril 2021? Et qu'est-ce qui s'était passé le 18 octobre 2021? C'est extrêmement simple. Vous aviez ici, en fait, à l'aube de l'explosion de cette bulle des cryptoactifs, c'était donc en décembre 2017, janvier 2018, l'apparition des Chicago Mercantile Deal. Dès lors, c'était quoi le message qui était envoyé? C'est extrêmement bullish, les institutionnels vont pouvoir investir dans le Bitcoin, c'est génial, etc. Ouais, mais c'était aussi une autre information qu'on avait, c'est qu'à ce moment-là précis, ils avaient la possibilité de façon légale de pouvoir shorter et de vendre à découvert de façon extrêmement massive avec des milliards de dollars le Bitcoin. Eh oui, beaucoup l'ont su, mais beaucoup l'avaient, entre guillemets, obscurci dans son jugement, puisque vous ne le savez probablement pas pour toutes celles et ceux qui étaient arrivés à l'aube, entre guillemets, de cette bulle de 2017. Vous aviez eu raison, mais malheureusement, les institutionnels ont souvent le dernier mot. Donc ils avaient en fait déchargé, à vente à découvert, des milliards de dollars pour faire flusher ce marché, retour en bear market. On s'est retrouvé le 12 avril 2021, top de marché provisoire par rapport à notre Bitcoin, c'était quoi? Extrêmement simple, ça, on l'a dit, on l'a vu.
c'était l'introduction en bourse de Coinbase. Bon, c'est toujours pareil. Quand vous avez en fait des excellentes news, derrière, ça se pète littéralement la tronche. Ok, on a le rebond technique, derrière on fait de nouveau plus bas. Est-ce que c'est intéressant d'acheter ici Coinbase? On en a déjà parlé dans la vidéo d'avant-hier. Attendez potentiellement des structures pour toutes celles et ceux qui sont intéressés par cette action. Ok, derrière on fait de la réaccumulation, on a quasiment une pointe de capitulation ou d'aversion, puisqu'on a fait moins de 50%. Plus que de 50% de retracement par rapport au précédent top de marché. D'ailleurs, on arrive sur des points d'inversion. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bon sang, le 11 octobre 2021 ou le 12 octobre 2021? Et je pense que c'est là, en fait, qu'on aurait dû plus être vigilant, puisque c'est pas, en fait, ce qu'on attendait. Je vous le dis, c'est l'apparition de notre ami Bito. Bito, qui c'est? C'est tout simplement l'ETF proposé par les institutionnels, notamment des grandes banques systémiques américaines, notamment de Wall Street, sur des ETF, sur des contrats futurs de Bitcoin. Et on s'est dit, ça vaut rien, c'est nul, nous on voulait sur le spot, c'est pas une bonne nouvelle, c'est entre guillemets une news un peu nulle, entre guillemets, et on l'a peut-être un tout petit peu trop vite balayé. En tout cas, par rapport à moi, ce que j'avais vu à ce moment-là sur YouTube, etc., et par rapport aux influenceurs aussi que je suis, finalement on l'avait un petit peu balayé d'un revers de main, et je pense qu'on aurait dû le prendre avec beaucoup plus de considération. Et en effet, on a donné la possibilité ce jour-là, quand on va sur Bito, tout simplement, à des personnes qui voulaient potentiellement s'exposer au Bitcoin, des gros portefeuilles, pourquoi pas, sur leurs conseillers financiers, etc., de pouvoir spéculer sur le Bitcoin en fonds de portefeuille, et pourquoi pas changer un petit peu de leur ETF or en ETF potentiellement Bitcoin. Nous, on le sait, en réalité, et c'est ça, en fait, nos vrais biais psychologiques, c'est que nous, on est dans le game, et on sait qu'en réalité, un ETF sur le futur, sur les contrats futurs et les perpétuels, n'a pas la même valeur, ou n'a pas la même consistance, ou n'a pas la même grandeur qu'un ETF sur le spot. Or, si vous n'y connaissez rien, si vous êtes, entre guillemets, monsieur, madame, tout le monde, vous avez de l'immobilier, vous avez un peu de patrimoine, vous avez un petit peu de sous de côté, etc. Honnêtement, si votre conseiller financier vous dit vous avez maintenant la possibilité de façon complètement légale de pouvoir spéculer sur le prix du Bitcoin sans pour autant les tenir, vous avez déjà l'habitude d'avoir des ETF, vous en avez déjà 27 en portefeuille, c'est exactement la même chose, sauf que là vous êtes directement exposé au Bitcoin, mais sans potentiellement en détenir, on s'occupe de tout, vous vous occupez de rien, c'est nous qui gérons, faites-nous confiance. Ok. Après, il y a eu éventuellement des courriers, moi je donne mon accord, etc., qui est un petit peu différent de ce qui est fait traditionnellement. Mais techniquement, quelle est la différence entre monsieur, madame, tout le monde? Parlez-en autour de vous, entre un ETF spot et un ETF sur les contrats futurs. Vous y voyez que du feu. En réalité, on n'y comprend pas trop grand-chose. Déjà que c'est difficile de comprendre l'idée même du Bitcoin. Alors imagine, si vous voulez commencer à rentrer, que vous avez un peu de patrimoine, rentrer dans la technique même des ETF spot, ETF sur les contrats futurs, sur des options, sur des... personne ne sait aujourd'hui. Honnêtement, si vous avez des assurances vie, prenez le temps de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de vos assurances vie ou de l'assurance vie de vos parents, mais à mon avis, ou de vos frères, de vos sœurs, etc. Je pense qu'ils ne savent même pas en fait la moitié de ce qu'il y a dedans. Ils savent que c'est peut-être un petit peu de biotech, ils savent que c'est un peu de technologie, un peu d'Apple peut-être dedans, c'est pas trop. Ce sont des ETF sur des ETF, sur des ETF, sur des ARC, sur tout ce que vous voulez. Donc c'est extrêmement difficile à comprendre. En tout cas, la demande qui avait été faite à ce moment-là sur beaucoup d'investisseurs, notamment américains, canadiens potentiellement, et peut-être d'autres pays, parce que je crois que pour l'instant c'est assez centralisé, notamment sur Wall Street, et techniquement, ils pouvaient directement spéculer sur le Bitcoin. Derrière, ils ont pu décharger leur bague dans la tronche de ces gens-là. Ça n'a pas néanmoins été, entre guillemets, l'effet escompté, puisque je pense que même ces gens-là pensaient qu'il y aurait eu une plus grosse poussée par rapport à l'ETF futur. Finalement, ils n'ont pas eu réussi. Mais en réalité, ce qui s'était passé là, et c'est là que je voulais vous donner en fait l'idée, c'est qu'entre le 10 mai 2021 et juillet-août 2021, ça ne faisait que passer, en réalité, sur les informations. Sur CoinTribune, sur CoinNews, sur tout ce que vous voulez, même sur BFM Business. En réalité, c'était la période où la SEC refusait encore un ETF refusé par la SEC, encore un ETF refusé par la SEC, encore un ETF refusé par la SEC. Mais si vous êtes les faiseurs de ce marché, si vous êtes les lobbyistes de ce marché, vous savez très bien que ça va passer à la fin. Vous savez très bien que vous allez réussir à le faire passer, votre truc. Vous refaites juste le dossier, vous refaites une virgule, vous refaites une phrase, une tournure de phrase, peut-être des garanties supplémentaires. Mais si vous avez engagé des ressources pour pouvoir faire valider un ETF, notamment, que ce soit sur le spot ou sur les contrats futurs, et de toute manière, il le disait à la fin, c'était aux alentours de juillet, la SEC ne peut plus refuser entre guillemets un ETF sur les contrats futurs, donc ça va passer. Il le savait en réalité, mais il ne le savait pas 2 jours avant. Il le savait en réalité 3 mois avant, ou 2 mois avant. Et c'est ça la rumeur.
Dès qu'on commence à parler de quelque chose, partez du principe que ça va y aller. Je vous donne une news très intéressante. Bon, c'est pas la Bérésina, je vous lis pas. L'adoption du Bitcoin se complique, le Panama change d'avis sur les cryptos. En réalité, c'est le président apparemment, qui ne comprend pas trop au niveau de la crypto-monnaie du Bitcoin, qui veut pas faire des erreurs. Mais dans cette news-là, ou dans cette rumeur-là du 23 mai 2022 par rapport au Panama, partez du principe que si on légalise le Bitcoin au Panama, bah ça va drainer automatiquement des capitaux colossaux j'allais dire une bêtise, d'optimisation fiscale, c'est ça le bon mot, d'optimisation fiscale, parfaitement légal bien évidemment, mais ça va générer entre guillemets des capitaux extrêmement importants, qui peuvent être une rumeur qui peut être pressée sur le marché, et à la news, lorsque Panama légalise, et vous le voyez entre guillemets sur le truc, il y a beaucoup de personnes qui ont des capitaux colossaux qui vont potentiellement acheter du Bitcoin, et cette fois-ci sur le spot, parce que l'objectif que vous légalisez des cryptoactifs, c'est bien d'en acheter réellement, on va vous expliquer de faire un petit ledger, etc., ou des clés privées, on va vous expliquer tout le mécanisme, mais c'est super sexy entre guillemets, surtout que pour ces gens-là, parce que ces gens-là sont plus intelligents que tout le monde, vous savez, quand vous avez beaucoup d'argent, vous m'avez compris un petit peu dans ma diction, vous pensez être plus intelligent que tout le monde. Dès lors, vous allez acheter exactement sur des bas de marché. Donc, ils peuvent, entre guillemets, encourager l'achat, entre guillemets, sur des bas de marché pour continuer et faire une violente poussée haussière. Donc, ça peut être des rumeurs qui sont intéressantes. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que si ça passe comme ça, si on le voit comme ça, c'est qu'en réalité, c'est quasiment déjà acté. Malgré que ce ne soit pas encore fait. Mais partez du principe que c'est quasiment acté. C'est qu'une question de temps. Et si ça n'arrive pas, à ce moment-là, on le verra très bien sur le cours, tout simplement. Donc la rumeur est là, potentiellement que ce type de choses, je pense qu'on peut vraiment en trouver d'autres, n'hésitez pas à les regarder, et pourquoi pas les partager dans le Discord, mais c'est vraiment ces rumeurs-là qu'on va essayer de chercher, notamment sur les ETF, sur les contrats futurs, etc. C'est ça qu'on voulait en fait absorber. Et malheureusement, je pense qu'on est trop passé à côté, alors que toute la réaccumulation qui s'était passée par rapport à Bitcoin juste ici, en réalité, on ne parlait que de l'ETF spot. Vous pouvez l'ETF contrat futur et spot, c'était vraiment... il n'y avait pas une news par jour sur les ETF qui allait en fait donner de l'élan, qui allait donner du truc, sauf qu'on ne le voyait pas sur le graphique, donc on ne le joue pas. Pour nous, on allait chercher des 20 000 $, 15 000 $, c'était terminé, on rentrait pas forcément bien market, ici c'était Delca Band. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait toujours pas d'ETF sur le spot, il n'y avait toujours pas de machin. Et ici, on le passe. C'est passé en 3 jours top chrono. Je ne sais plus où c'était. Bref, c'est pas très très grave. J'ai enlevé la news. Mais voilà, c'était à 2 semaines près, c'était terminé, c'était le top de marché. Le TF sur les contrats futurs est passé. Donc c'était potentiellement une erreur de jugement parce qu'on aurait dû le prendre peut-être avec un tout petit peu plus de considération. Ça, c'était super important. On finit sur 3 petites news qui sont plutôt intéressantes. Et toujours par rapport à ces fameuses rumeurs ou par rapport à ces targets de prix. J'aime en fait vous les partager parce que c'est à chaque fois... d'un point, c'est vraiment chirurgical. Donc Mike Wilson et Morgan Stanley, des grosses banques systémiques, on va pas le refaire, dit que le S&P 500 pourrait chuter à 3400 points si une véritable peur de croissance est sur la carte, etc. C'était quand ? C'était très simple, en fait, c'était en mai dernier, me semble-t-il, voilà, c'était le 6 mai 2022, on y retourne sur le 6 mai 2022, on va aller chercher exactement le S&P 500, et en fait, quand on vous dit ça, on vous dit à quel moment on achète en réalité le S&P 500. Donc on revient, nous sommes le 6 mai, c'était juste là. Nous, on était plutôt haussiers, tant qu'on ne vient pas à clôturer en dessous des 4114 points, rappelez-vous, par rapport à cette magnifique trendline ici, par rapport à une structure en M-top en weekly, tant qu'on ne vient pas à clôturer en dessous, et ici, ils annoncent, ça peut potentiellement revenir à 3800 points. On va pas se le faire, en réalité. En fait, 2 semaines plus tard, on est à 3806 points, quoi. Exactement le premier arrêt. Why not ? Du dernier retracement court terme. Ok, mais ils le disent. Donc en fait, ils vous disent, c'est pas compliqué, si ça vient ici, on achète comme des porcs, et comme des taureaux, et puis on achète très fort. Bon, super, ils ont acheté très fort. Voilà. Merci Morgan Stanley, vous avez bien fait votre boulot. Et ils vous en mettent une couche. Parce qu'en plus, ils disent même aux copains, on peut quand même prétendre à une toute petite baisse aux alentours des 3460 points, la moyenne mobile sur les 200 semaines. C'est très intéressant de partir du principe que Morgan Stanley utilise la moyenne mobile 200 semaines, si BPA à terme de 12 mois, etc. baisse donc 3460 points. C'est marrant parce qu'on n'y est toujours pas arrivé sur ces 3400 points. Mais en tout cas, grosso modo, ils allaient acheter très très fort. 3460 points, juste ici. Et où est-ce que c'est les 3460 points ? On se refait pas une santé quand on regarde des trucs pareils. C'est quoi ? C'est exactement le précédent en fait. ATH par rapport au pré-Covid. Tout simplement. Donc ils disaient, on va potentiellement revenir ici, mais dans les bas-fonds de l'espoir. En gros, ce qu'ils étaient en train de dire, c'est que ça allait faire comme ça,
potentiellement comme ça, quoi. Un énorme V-bottom, parce que ici, ils allaient acheter très très fort. Bon, ils n'ont pas eu besoin. C'est venu exactement sur les 3800 points. Bravo à vous. Et il faut peut-être vraiment essayer de regarder, pas forcément de prendre à argent comptant ce qu'ils disent, bien évidemment, mais ça tend réellement à se répéter très très souvent. D'autres news très intéressantes. L'Allemagne, en fait, accueille Bitcoin à bras ouverts. La fiscalité zéro après 1 an de détention confirmée. Alors rassurez-vous, il y a de grandes chances que ça arrive aussi en France, parce que ce que font les Allemands généralement, on le fait en France, et ce que fait les Allemands et les Français, généralement, on le fait partout en Europe. Donc il y a peut-être un truc qui est en train de se passer, c'est plutôt du bon sens, vous reprendrez éventuellement l'article, c'est passé le 16 mai 2022, mais on a tendance à dire, regardez ce qu'ils font en Allemagne, c'est incroyable, etc. Oui, non, mais 99% du temps, essayez de me sortir quelques news, et ce serait très intéressant éventuellement, et notamment sur les marchés financiers, etc., que ce qui se passe en Allemagne ne se passe potentiellement pas en France. On a potentiellement exactement les mêmes pieds d'égalité entre la France et l'Allemagne. On est un peu le fer de lance, entre guillemets, de toute la zone euro. Pour le coup, si l'Allemagne adopte ce type de choses, ou s'il a déjà adopté, je pense que potentiellement ça devrait arriver d'ici très peu de temps. Et je rappelle que notre président actuel, Emmanuel Macron, est plutôt, entre guillemets, blockchain friendly. NFT friendly, blockchain friendly. Je dirais pas crypto friendly, sinon il va se fâcher avec Christine Lagarde. Ok pour ça. Dernière petite news très intéressante. Bitcoin, analyse OneChain. Peut-être que ça va être un gros billet psychologique de plus. 99% des holders court terme sont en perte. S'agit-il d'un signal d'achat, Alors c'était pas hier, c'était le 24 janvier 2022. 99% des holders court terme sont en perte. Partez du principe qu'ils le sont encore aujourd'hui. C'est très important ce que je vous dis. J'efface tout, vous avez compris un peu l'idée. Donc le 24 janvier, c'est ça, 24 janvier, je ne dis pas de bêtises. 24 janvier, pardon. Et on finira la vidéo là-dessus. Je trouve ça intéressant de vous en parler à chaque fois. 24 janvier, on y retourne. Hop, il était où? Voilà. Ici, exactement. Ok. Donc, dernière arrivée, premier sorti, 99% des holders court terme sont en perte. Potentiellement, ils n'ont pas acheté ici. En réalité, ils achètent où? Ils achètent dans les hausses. Et très probablement, là-dedans, on est passé en dessous de ça. Tous les holders actuellement, 99%, mais sur la planète, pas en France, c'est sur la planète, 99% des holders court terme sont en perte depuis longtemps. Potentiellement, est-ce qu'on a pris ici? Non, parce qu'on avait des structures en W-Weekly. Quand on est en perte de moins 50%, vous avez un mécanisme d'autodéfense qui vous oblige en fait à aller regarder ce qui se passe un petit peu sur YouTube, à aller chercher de l'information et à aller essayer de vous rassurer. C'est un réflexe en fait instinctif. Et je peux vous garantir qu'ici, on n'était pas bearish. Donc potentiellement qu'on n'a pas couvert le capital. En tout cas, 99% de ces holders, entre guillemets, court terme, n'ont potentiellement pas couvert leur capital. On avait structuré un magnifique W en weekly, dans une magnifique forme de réconciliation. On n'avait pas écrasé les pressants en lot. Nous sommes dans un canal ascendant. C'est complètement haussier. On ira taper le haut du canal. Au pire, si j'ai envie de me barrer de ce marché, j'irai vendre exactement à 70 000 $. Et j'aurais fait une petite plus-value et je récupérais mes 20 000 balles. Perdu. Donc ça, pour moi, c'est une capitulation. Ce qui est plutôt positif. Ok. Donc je pense que pour le coup, et il y a 27%, vous l'avez aussi cette news juste après, 27% des holders long terme sont actuellement en perte. C'est rare en fait pour pouvoir le souligner. Ok. Vous passez en fait en dessous du seuil des 30 000 $, partez du principe que vous avez des holders long terme qui sont potentiellement en perte. Vous avez quand même une autre information sur les holders très long terme. Ça se passe sur Glassnode, on y va rarement, mais c'est au niveau du real price. En gros, c'est une espèce de moyenne pondérée du prix d'achat moyen des bitcoins sur des holders qui ont de l'antériorité. Alors, je sais plus si c'est 150... Je crois que c'est 155 semaines ou 155 périodes. Je sais plus. Mais je me rappelle plus en fait du chiffre exact. Vous pouvez le retrouver sur internet assez facilement. Mais grosso modo, le prix entre guillemets d'achat moyen à l'heure où je vous parle par rapport à des holders très long terme, très long terme, c'est 23 700 $. Intéressant. Et effectivement, dans des formes de grosses capitulations, on a vu qu'on l'avait traversé. Ici, une fois, et ici, également une deuxième fois. Je pense que juste là, c'est un peu biaisé. Pourquoi ? Parce que si on prend les holders très long terme, je pars du constat que beaucoup ont pris des profits là-dedans, et je ne sais pas en fait à combien de bougies ils la prennent par rapport à toute cette envolée. Donc je me dis que potentiellement, s'il n'y avait pas eu cette énorme bull run ici, peut-être que ça aurait été un peu moins haut, en réalité. Peut-être qu'on aurait été un peu plus bas. Donc il faut reprendre le calcul, mais de façon très arithmétique et très mécanique, on peut partir du principe que ça peut être une bonne opportunité d'achat si on passe en dessous, entre guillemets, de cette moyenne, tout simplement. Donc en dessous de 23 000 $, peut-être que Bitcoin serait un cadeau en or. Attendons bien évidemment des structures. Jouons nos rebonds si vous voulez les jouer, bien évidemment. Et je trouvais ça très intéressant. On finit juste par rapport à une dernière news. Demain, on fera vraiment plein de crypto-actifs, mais je voulais vraiment reconcentrer, en fait,
toute cette analyse de ce côté-là, et on fera exactement 30 minutes de vidéo. Je vous invite à aller lire ce truc. Les données OneChain montrent que les détenteurs à long terme de Bitcoin continuent à absorber l'offre à environ $30 000. Donc c'est très intéressant. C'est Cointelegraph, c'est paru le 30 mai dernier. Lisez-le, c'est toujours intéressant. Vous avez ici qu'on est potentiellement en fait sur une zone de réaccumulation de holders. C'est les holders qui font ce marché. Il est d'accord avec moi, donc je trouvais ça intéressant pour dire qu'il n'y a pas de nouveaux capitaux qui rentrent sur ce marché. On est plutôt sur de la navigation de capitaux, et quand on connaît à peu près les marchés, c'est très facile de faire naviguer entre stablecoin pour aller chercher de la chasse à liquidité et Bitcoin et cryptoactifs. Et pour le coup, c'est les échangeurs qui s'amusent aussi très bien à faire ça, parce que je peux vous garantir qu'ils ont quelques milliards, entre guillemets, de stablecoins qui sont encore dans leur portefeuille, et ils peuvent faire joujou avec Bitcoin comme ils veulent. Ok ? Mais sans faire trop mal, parce qu'il ne faut pas non plus qu'ils perdent des clients. C'est pas le but du jeu, bien évidemment. L'idée, c'est toujours de nous faire croire qu'il y a de l'espoir et qu'il y a potentiellement quelque chose à faire. Et actuellement, nous sommes dans la peur, donc dans l'espoir. Nous ne sommes pas dans la capitulation. Nous serons dans la capitulation quand vous m'écoutez actuellement et qu'il n'y a plus aucun espoir. C'est que vous êtes certain, pour une très grande majorité d'entre nous, avec un N majuscule, qu'on n'ira plus bas et qu'on ne rebondira pas. Actuellement, c'est pas du tout ce qu'on est en train d'observer, que ce soit sur les petits questionnaires, que ce soit sur les sondages, ou que ce soit sur les influenceurs, quels qu'ils soient, bien évidemment. J'ai juste trouvé ça très intéressant. C'est par rapport au supply des personnes qui détiennent entre 10 et 100 bitcoins, ou en tout cas supérieur à 100 bitcoins, pardon. C'est fort d'enseignement. On a plus de 100 bitcoins. C'est vraiment en fait une forte accumulation ici par rapport à la capitulation. Donc beaucoup en fait de petites baleines, en réalité des petits baleineaux, se sont empressés d'aller chercher en réalité des bitcoins dans la capitulation. Donc cela, ils ont en fait sorti du supply ici. Et j'ai trouvé ça extrêmement pertinent, parce que c'est pas si courant que cela. Voilà, c'est pas si courant que cela quand vous avez en fait une explosion en réalité du supply. Vous le voyez exactement ici, vous avez une explosion, et puis derrière, il y a des rebonds. En réalité, il y a vraiment des rebonds. Donc c'est vraiment ce qu'on voulait observer, c'est plutôt positif. Donc derrière, on sera extrêmement patient. On reste dans une dynamique baissière, mais il y a quand même de l'achat de personnes qui holdent ce marché, et c'est plutôt actuellement les holders en réalité qui sont en train d'acheter, et non pas les personnes qui veulent arriver sur ce marché, puisqu'il y a une forte augmentation des adresses qui ont qui ont 0 bitcoin, entre guillemets, une espèce de stagnation. Donc il n'y a pas en fait de renouveau au niveau du public qui viennent sur ce marché. On le dit depuis plusieurs semaines, c'est normal, on n'achète pas dans la peur, ça n'existe pas. Si vous ne connaissez pas ce marché, vous ne pouvez pas acheter dans la peur. C'est nous qui allons acheter dans la peur. Et nous, aujourd'hui, avec un N majuscule, je le dis, je le rappelle, je le matraque, nous sommes une toute petite et infime partie de ce qui va se passer, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans. Le nous d'aujourd'hui, on est strictement ridicule à ce qui va potentiellement se passer dans les 5 ou 10 prochaines années. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de le rappeler. Il est fort à parier, en réalité, de se dire que les quelques satoshis que vous détenez, ou les quelques bitcoins que vous détenez aujourd'hui, potentiellement, vous le vendrez entre guillemets, à vos voisins, à vos copains, ce qui vous voulez, bien plus cher qu'il ne l'est aujourd'hui. Bien plus cher qu'il ne l'est aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans un top pépite crypto des membres.